Luigi Pirandello est sans conteste l'un des maîtres du théâtre moderne, que ce soit avec 6 personnages en quête d'auteur, Ce soir on improvise et tellement d'autres pièces, puisqu'il en écrit 18. Il est, avec Brecht, l'un de ceux qui ont le mieux contribué à renouveler le genre. Et pourtant, savez-vous que Pirandello n'est venu au théâtre que sur le tard? Il avait près de 50 ans. Savez-vous que ses romans et ses nouvelles portaient déjà en germe les grands thèmes qu'il allait bientôt développer au théâtre? Savez-vous enfin ce que sa vie, ses origines siciliennes ou la terrible folie de sa femme ont apporté à son art? Eh bien, toutes ces clés, toutes ces brisures, vous allez les retrouver dans le très beau portrait qu'en trace pour vous ce soir Michel Dumoulin. C'est le portrait d'un homme qui a laissé son nom attaché à un genre, ce que l'on appelle le pirandellisme, et qui a nourri bien des créateurs jusqu'à ce jour. C'est le 67e numéro de cette collection. Pour ma part, il ne m'a jamais suffi de représenter une figure d'homme ou de femme, aussi singulière et caractéristique qu'elle fût, pour le seul plaisir de la représenter. Ce goût-là, certains écrivains longs et en grand nombre, qui tout comptant n'en demandent pas plus. Ce sont des écrivains que leur nature vouerait à l'histoire. Il y en a d'autres qui, outre ce goût, éprouvent un besoin spirituel plus profond, qui n'admettent figures, vicissitudes, paysages qu'imbibés, si je puis dire, d'un sens particulier de la vie, grâce auquel il leur est donné d'acquérir une valeur universelle. Ce sont des écrivains que leur nature vouerait à la philosophie. J'ai le malheur d'appartenir à cette dernière catégorie. Sur la colline aux ruines des temples d'Agrakas s'éleva jadis l'antique cité exaltée par Pindare comme la plus belle d'entre les cités mortelles, Girgenti ou encore Agrigente. Luigi Pirandello naît le 18 juin 1867 au lieu dit Le Chaos entre Agrigente et Port-Empédocle. Par son père, Pirandello descend d'une famille ligure installée en Sicile depuis le XVIIIe siècle,
Après l'aventure garibaldienne, le père de Pirandello exerce le métier difficile d'administrateur de mine de soufre. Par sa mère, il descend d'une famille qui est de très près mêlée à l'histoire du pays. Le grand-père de Pirandello participa à la révolution de Palerme en 1848. En 60, il y a eu le débarquement de Garibaldi et de ses chemises rouges. Aussi bien du côté paternel que maternel, et surtout maternel, on a participé à ces mouvements révolutionnaires, avec les conséquences en particulier d'exil. La mère de Pirandello a vécu son enfance et une partie de son adolescence à Malte, parce que son père avait participé au mouvement de 48 et avait été exilé. Ensuite, à la génération suivante, un des oncles maternels a été un des héros de l'expédition de Garibaldi. Et son père, qui était d'ailleurs d'origine de Gênes, faisait partie du bataillon des carabiniers génois. Alors après, il y a eu de ces anciens, de ces garibaldiens du Nord qui se sont installés en Sicile et qui ont travaillé dans le commerce du soufre, dans le commerce des agrumes. Enfin, et ça, il y a toute une partie des nouvelles qui sont très proches du folklore. C'est le grand réservoir, le grand répertoire de ses thèmes, de ses images, de son écriture. C'est une nouvelle qui s'appelle L'autre fils. Et il y a une espèce de mendiante dans un village de Sicile qui est comme une clocharde. Bon, et il y a un secret familial que l'entourage a décidé de liquider en disant, bon, elle est folle. Pour elle, ce grand moment, si vous voulez, fondateur de l'unité d'Italie, pour elle, c'est le moment où des prisons ont été ouvertes et elle s'est fait violer dans des conditions absolument épouvantables. Eh bien, à mon sens, en réalité, derrière, il y a une histoire très profonde, très grave. Il y a un secret qui engage lui. Et c'est ça qu'il nous fait, qu'il arrive à nous faire toucher du doigt. Rocco Ciuppia mi trascinò con sé dietro il monte. Per 100 mesi mi tenne legata, imbavagliata, perché gridavo. E appena Iddu si accostava, mordevo. Poi fui liberata. E dopo 9 mesi mi nacque un figlio. Ma lui, vostro figlio, che colpa ha? Nessuna. Ma è tutto suo padre. Che ci posso fare se mi metto a tremare appena lo vedo? Après avoir fait ses premières classes à Agrigente, Pirandello achève ses études classiques à Palerme. De l'université de Palerme, il passe à celle de Rome. Ensuite, ses études se poursuivent à Bonn, en Allemagne, où il obtient le titre de docteur. Les études allemandes sont très philologiques. Et les meilleurs philologues, les meilleurs historiens de la langue italienne sont des Allemands, enfin surtout à cette époque-là. Et il a fait un mémoire de maîtrise sur les sons, hein, donc de phonologie du dialecte d'Agrigente qui s'appelait Girgenti à l'époque. Voilà. À la vérité, je n'ai jamais pensé à construire ni à appliquer un système. Seulement, dès l'enfance, j'ai été obsédé par cette idée que l'unité de la personne n'est pas une peinture vraie de l'homme. Dès l'école, j'ai compris que nous jouons un personnage pour certains êtres, un autre pour d'autres. C'est si vrai que nous souffrons parfois de nous trouver en même temps avec deux amis. Nous pouvons jouer en même temps deux rôles contradictoires. Mentais-je donc à mes camarades? Mais non. Seulement, nous ne pouvons jamais tout dire au moment où nous l'éprouvons. Ce serait la folie.
Le fou est le seul homme sincère. Il accueille toutes les images, toutes les passions qui se présentent. Les autres acceptent le masque que leur milieu leur a imposé. Dès 1894, selon la coutume sicilienne, Pirandello est présenté en vue de mariage à une jeune personne qu'il n'a jamais vue, Maria Antonietta Portulano, fille d'un associé de son père et élevée dans un couvent. Pirandello s'amourache d'elle et essaie de lui faire partager ses enthousiasmes de jeune écrivain, mais en vain. Cette union ne sera pas heureuse. Il a commencé une correspondance, une espèce de confession pour faire savoir à cette jeune femme qui il était. Et on imagine qu'elle a dû être très inquiète, enfin, parce qu'il se présentait lui-même presque comme un fou, comme quelqu'un qui... Enfin, c'était des lettres par lesquelles il la met en garde, en quelque sorte, hein, sur lui-même. C'est impossible. Ce n'est absolument pas vrai que tu ne saches pas écrire. Comment se fait-il que tu ne trouves rien à me dire? Je souffre d'un mal inguérissable qui est la vie même, et dont seul l'esprit pourrait me guérir. Tu es une urne close. Alors elle était soumise à son père, il n'était pas question qu'elle fasse part de son inquiétude, mais ces lettres du fiancé à sa fiancée ont tout pour inquiéter cette jeune femme qui en plus n'était pas une intellectuelle. Il y a en moi comme deux personnes. Toi, tu en connais déjà une. L'autre, moi-même, j'ai du mal à la connaître. J'aime à dire que je suis fait d'un grand moi et d'un petit moi. Ces messieurs sont presque toujours en guerre l'un contre l'autre. Le plus souvent, l'un est profondément antipathique à l'autre. Le premier est taciturne et continuellement plongé dans ses pensées. Le second parle volontiers, plaisante, et toujours prêt à rire et à faire rire. Quand ce dernier fait un peu l'imbécile, l'autre court l'embrasser dans la glace. Je suis perpétuellement partagé entre ces deux personnes. Un éboulement détruit la mine de soufre dans laquelle était investie la fortune du père de Pirandello et la dot de sa femme. Ce désastre financier ébranle pour toujours la santé physique et mentale d'Antonietta. D'abord paralysée des jambes pendant 6 mois, elle sombrera ensuite peu à peu dans la folie, atteinte d'une paranoïa qui s'exprime par une terrible jalousie à la fois sadique et masochiste. En 1919, elle devra être internée dans une maison de santé à Rome. 3 enfants sont nés de cette union, Stefano, Lieta et Fausto, successivement en 1895, 97, 99. Donc, rentrant chez lui, il trouve sa femme paralysée, et puis il y a à partir de ce moment-là un certain nombre de troubles, enfin, de difficultés de communication avec elle, et ça, nous savons que Pirandello, à ce moment-là, a pensé très concrètement à se suicider. Et alors, ce qui était le plus grave et ce qui a rendu les rapports franchement impossibles, les rapports familiaux et pas simplement les rapports conjugaux, c'est qu'elle a accusé à plusieurs reprises explicitement Pirandello d'avoir des rapports incestueux avec sa fille. Au point que sa fille, Lieta, a fait une tentative de suicide. Et sa ressource, ça a été d'écrire Feu Mathias Pascal, qui est l'histoire de cet homme qui est désespéré, qui est lui aussi au bord du suicide, et qui apprend un jour par hasard, alors qu'il a fait une fugue, il apprend dans le journal qu'il est mort.
profite pour essayer de vivre cette seconde vie de feu Mathias Pascal. Et l'histoire du roman, qui est à la fois une fable, une parabole, c'est la démonstration qu'il est impossible de vivre cette seconde vie. Il est certain que cette histoire de feu Mathias Pascal a été écrite à un moment décisif de sa vie. Enfin, ce qu'il y a là de génial dans le cas de Pirandello, c'est d'avoir évité la mort par un récit, enfin par une œuvre. D'un bout à l'autre de son existence, Pirandello a écrit de nombreuses nouvelles, environ 220, ainsi qu'une quarantaine de pièces de théâtre. Mais tandis que le conteur a joui assez tôt de la considération des directeurs de journaux, le dramaturge, lui, attendra la réussite plus longtemps. D'autres romans paraîtront, et sa dernière œuvre romanesque en 1926, Un, personne et 100 000, dans lequel il analyse sa principale préoccupation d'écrivain, qui est devenue plus tard la célèbre théorie du pirandellisme. Je n'étais pas pour les autres celui que j'avais cru jusqu'à présent être pour moi. Je ne pouvais pas me voir vivre. Ne pouvant me voir vivre, je demeurais étranger à moi-même, c'est-à-dire un que les autres pouvaient voir et connaître, chacun à sa façon, moi pas. Il m'était impossible de me mettre en face de cet étranger pour le voir et le connaître. Je pouvais me voir moi, mais non le voir lui. Mon corps, si je le considérais du dehors, était pour moi comme une apparition de rêve, une chose qui n'avait pas conscience de vivre et qui demeurait là, attendant que quelqu'un s'en empare. On n'est jamais ce qu'on est obligé d'être avec les autres. On n'est jamais ce que les autres voient qu'on est ou veulent qu'on soit. On a toujours quelque chose de plus ou d'autre et on veut toujours faire appel de cela. Le thème du personnage qui se regarde au miroir dans les romans de Pirandello, c'est dans Un personne et 100 000 par exemple, c'est récurrent. Le personnage de Pirandello est toujours quelqu'un qui passe devant d'autres personnes, qui croient que ces personnes sont un miroir, pour lui parce qu'elles lui renvoient une image de lui, mais il ne se reconnaît pas parce que l'image qui lui est renvoyée est déformée par rapport à l'idée qu'il veut se faire de ce qu'il est ou de ce qu'il voudrait être, de ce qu'il a été, de ce qu'il sera, etc. Lo vedi che lo so il lavoro che fai? Ti seguo io. Molto onore fai alla nostra Sicilia. Sì, sì. Ma ora andiamo, eh? En visitant après de très longues années le petit pays où j'étais né, où j'avais passé mon enfance et ma première jeunesse, je m'apercevais bien que sans avoir pourtant changé en rien, il n'était vraiment pas tel qu'il était resté en moi, dans mes souvenirs.
En lui-même, donc, mon petit village ne possédait pas cette vie dont j'avais cru vivre si longtemps. Cette vie qui, pendant un autre si long laps de temps, avait, dans mon imagination, continué également en lui, hors de ma présence, à se dérouler. Et les lieux et les choses n'avaient pas cet aspect qu'avec une si grande douceur d'affection, j'avais gardé et sauvegardé en ma mémoire. Elle n'avait jamais existé, cette vie, sinon en moi. Et voici qu'en face des choses inchangées, mais différentes, parce que moi, j'étais différent, cette vie m'apparaissait irréelle, comme de rêve, une illusion, une fiction d'antan bien à moi. D'où la vanité de tous mes souvenirs. C'est là, me semble-t-il, une des plus tristes impressions. Peut-être l'impression la plus triste qu'il soit donné d'éprouver à celui qui, après de nombreuses années, revient au pays natal. Voir ses propres souvenirs tomber dans le néant, se dissiper à un, s'évanouir. Souvenirs qui cherchent à reprendre vie et qu'on ne retrouve plus dans les lieux, parce que le sentiment qui a changé n'arrive plus à revêtir ces lieux de la réalité qu'ils avaient auparavant. Non pour eux-mêmes, mais pour vous. M'approchant de l'un ou l'autre de mes anciens camarades d'enfance, de jeunesse, j'éprouvais un secret malaise indéfinissable. Si en face d'une réalité si différente, ma vie d'alors se révélait une illusion, ces anciens camarades-là, ayant toujours vécu en dehors et dans l'ignorance de mon illusion, comment étaient-ils? Qui étaient-ils? Non mi hai riconosciuto. Scherzi? E allora dimmi come mi chiamo. Scusami. Le mystère de la création artistique est le mystère même de la naissance naturelle. Une femme, parce qu'elle aime, peut désirer devenir mère. Mais ce désir seul, si intense soit-il, ne peut suffire. Un beau jour, elle se retrouvera à être mère sans savoir exactement quand cela s'est produit. De même, un artiste, parce qu'il vit, accueille en lui d'innombrables germes de vie. Et ne peut jamais dire comment et pourquoi, à un certain moment, l'un de ces germes vitaux s'introduit dans son imagination pour devenir lui aussi une créature vivante, sur un plan de vie supérieur à la mouvante existence quotidienne. Il ne s'agit pas d'imiter ou de reproduire la vie, et ceci pour la simple raison qu'il n'y a aucune vie qui soit comme une réalité en soi, que l'on puisse reproduire avec les traits de caractère qui lui sont propres. La vie est un flux continu et indistinct, et elle n'a pas d'autre forme que celle que de temps en temps nous lui donnons, infiniment variée et continuellement changeante. Chacun en réalité se crée sa propre vie, mais cette création malheureusement n'est jamais libre. Seul l'art, quand il est art véritable, crée librement. C'est-à-dire qu'il crée une réalité qui ne trouve qu'en elle-même ses propres nécessités, ses propres lois, sa propre fin. L'idée qui est centrale chez Pirandello et qui explique peut-être toute son œuvre, c'est que il y a dans une communauté, il y a un groupe restreint qui est bizarre. Cette bizarrerie est souvent désignée de l'extérieur comme la folie. En réalité, là, il y a une forme de pitié
à l'égard de ce fait horrible qu'on peut appeler la folie, cette situation horrible n'est vivable que dans le secret, dans la fermeture de ceux qui sont au courant. Or, il y a toujours de l'extérieur une pression sociale, c'est la curiosité. Dans Chacun sa vérité, bon, là vous avez un petit noyau familial bizarre, des gens en noir qui arrivent d'une autre ville. Il y a eu un tremblement de terre, ils arrivent là, et... Vous ici! Encore! Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Excuse-moi, j'étais venu... Qu'est-ce que vous êtes venu raconter? Qu'est-ce que vous avez raconté à ces dames? Rien, je te jure, rien. Rien? Comment rien? Je l'ai bien entendu. Et monsieur l'a entendu comme moi. Vous avez dit elle joue. Qui joue? Lina? Lina joue. Vous savez bien qu'elle est morte depuis 4 ans, votre fille. Oui, mon ami, calme-toi. Mais oui, calme-toi. Vous avez dit, depuis lors, elle ne peut plus jouer. Naturellement, elle ne peut plus jouer depuis lors. Mais comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Oui, tu as raison, je l'ai bien dit, n'est-ce pas, mesdames? J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer depuis lors. Naturellement, puisqu'elle est morte. Et pourquoi pensez-vous encore et toujours à ce piano? Mais je n'y pense plus. Je n'y penserai plus. Je l'ai démoli, moi-même. Vous le savez très bien. À la mort de votre fille, pour que l'autre n'y touche pas. L'autre qui d'ailleurs ne sait pas jouer. Vous le savez très bien que l'autre ne joue pas. Naturellement, puisqu'elle ne sait pas jouer. Votre fille, elle s'appelait Lina, n'est-ce pas? Eh bien, comment s'appelle ma seconde femme? Dites-le devant tout le monde, vous le savez très bien. Comment s'appelle-t-elle? Juliette. Elle s'appelle Juliette. Oui, c'est parfaitement exact, messieurs. Elle s'appelle Juliette. Oui, Juliette. Hein? Elle s'appelle Juliette, pas Lina. Et ne clignez pas de l'œil en disant qu'elle s'appelle Juliette. Je n'ai pas cligné de l'œil. Je l'ai vu. Je l'ai parfaitement vu. Vous voulez faire croire à ces dames et à ces messieurs que je veux garder pour moi tout seul votre fille, comme si elle n'était pas morte, hein? Comme si elle n'était pas morte. Mais non. C'est une pièce qu'il a écrite aussi alors qu'il était sans ses enfants, angoissé à l'idée qu'il pourrait mourir à la guerre, avec dans les moments de plus graves crises conjugales avec cette femme folle. Bon, il écrit cette pièce, Chacun sa vérité. Ça veut dire non pas que la vérité soit relative, enfin c'est pas une mise en doute comme ça philosophique de la vérité. C'est-à-dire que la vérité, je dirais même la vérité de l'œuvre de Pirandello, son intérêt ou sa modernité, ce sera à nous, à chaque génération de modernes, de dire si oui ou non il nous concerne encore. La vérité, c'est jamais quelque chose d'objectif. C'est nous qui devons décider que c'est ça la vérité. Comment peut-il vous venir à l'esprit de jouer encore ce que jouait votre fille morte? Tu as raison. Mon pauvre petit, je ne le ferai plus, je te le promets, je ne le ferai plus. Allez-vous-en. Oui. Allez-vous-en. Sortez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon, mesdames, du triste spectacle que j'ai dû vous donner, mais il me fallait remédier au mal que votre pitié a fait sans le vouloir à cette malheureuse. Comment? Vous n'étiez pas vraiment en colère? Ah non. Non, vous ne comprenez pas. Le seul moyen que j'ai de la laisser dans son illusion, c'est de lui crier la vérité comme si j'étais fou. Comme si j'exprimais une idée fixe. Pardonnez-moi, je dois me retirer, il faut que je cours chez elle. C'est le succès en tant que tel, alors d'abord en Italie puis à l'étranger, qu'il a décidé définitivement à se lancer dans une carrière théâtrale. Et vous savez que ses premiers succès au théâtre, c'était des succès de son répertoire sicilien. Je crois que longtemps, il n'a pas une écriture reconnaissable, un style à lui, qui effectivement apparaît plutôt dans ses grandes pièces de théâtre, enfin dans celles qui lui ont assuré sa notoriété. Et je crois que c'est indéniable. Je sais qu'étant enfant, la lune dans le puits, me semblait vraie. Et combien d'autres choses encore me semblaient vraies. Je croyais à tout ce qu'on me disait. Et j'étais heureux. Malheur, oui. Malheur, si vous ne vous cramponnez pas de toutes vos forces à ce qui vous semble vrai aujourd'hui, même si c'est l'opposé de ce qui vous a semblé vrai hier. Malheur, si comme moi, vous allez jusqu'au bout de cette terrible sensation qui, elle, rend véritablement fou. Se trouver auprès d'un autre être et regarder ses yeux
Comme un jour, j'ai regardé certains yeux. Se trouver pareil à un mendiant devant une porte qui ne s'ouvrira jamais. Celui qui entrera, ce ne sera pas vous avec votre univers particulier, mais quelqu'un d'inconnu de vous, que cet autre être, dans son univers impénétrable, a cru voir et toucher en vous. J'ai la vieille habitude de donner audience tous les dimanches matins aux personnages de mes futures nouvelles. Je ne sais pourquoi, je vois généralement accourir à ces audiences les gens les plus mécontents qu'ils soient ou accablés de mots étranges ou empêtrés dans des cas tout à fait spécieux et auxquels il est vraiment pénible d'avoir affaire. Je les écoute tous avec bonne volonté, je les interroge de bonne grâce, je prends note des noms et des conditions de chacun, je tiens compte de leurs sentiments et de leurs aspirations. Il convient tout de même d'ajouter que pour mon malheur, je ne suis pas homme à me contenter facilement. Eh bien, les personnages de mes nouvelles s'en vont clamant de par le monde que je suis un écrivain d'une cruauté inouïe et impitoyable. Plus tard, dans 6 personnages en quête d'auteur, ils envahiront la scène en pleine répétition de la troupe professionnelle. Nous sommes sur une scène, tu sais. Ce que c'est qu'une scène. Tu vois bien? C'est un endroit où on joue à jouer pour de vrai. On joue la comédie, nous allons jouer la comédie pour de vrai, tu sais. Et regarde, ils sont là, ici, au milieu de la scène. Ce seront des décors. Et le malheur, ma jolie, c'est que tout est décor. Rien n'est vrai ici. Il vaut mieux imaginer. À la scène, tu seras un carton peint. Non, ma petite Rosette, maman ne te surveillera pas. À cause de celui-là. Moi, je serai la proie de mes papillons noirs. Ce sera par ta faute que cette petite se noiera. À cause de ton attitude, comme si en vous faisant entrer dans cette maison, je n'avais pas payé pour tous. Imaginez des personnages auxquels arrive le malheur qui nous est arrivé. D'être nés vivants du cerveau d'un auteur et de se voir refuser la vie. Et dites-moi, monsieur, si des personnages ainsi abandonnés, vivants et sans vie, n'ont pas raison de faire ce que nous sommes en train de faire devant vous, après l'avoir fait bien des fois devant notre auteur, pour le pousser, pour le persuader à écrire. Moi seule, dans cette pénombre, ma vie. Les 6 personnages sont, à mon avis, un des choses capitales pour l'histoire du théâtre de notre contemporanéité. C'est-à-dire, c'est la première pièce dans laquelle quelqu'un a eu, je ne dis pas le courage, mais je dis l'idée, parce que c'est là l'invention, la sollicitation de mettre en scène la naissance d'une œuvre de théâtre et le problème que le théâtre n'est pas quelque chose qu'on doit jouer entre une maison bourgeoise dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui ont des problèmes. Mais c'est un problème beaucoup plus général, n'est-ce pas? Alors, il y a une compagnie de théâtre qui est là, arrivent 6 étranges personnages qui disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Nous voulons vivre, nous voulons être.
Alors le docteur dit, mais vous voulez être représenté. Alors moi, je ferai votre part, toi, tu feras l'autre. Et la fille, le père, dit, non, je ne suis pas comme ça, je suis un autre. Mais l'autre dit, mais permettez-moi, je suis un acteur, moi je sais comme vous êtes. Il y a la rupture, au fond, de la paroi bourgeoise. Tout le théâtre moderne naît de cette pièce. Tout naît de cette rupture du cadre bourgeois du théâtre que Pirandello a fait avec une intuition incroyable d'art. Alors donc, nous sommes tous redevables à Pirandello de le développement du théâtre moderne. « 1921-1923, 6 personnages en quête d'auteur, échec à Rome, puis triomphe à Milan, Londres, New York, Paris, Cracovie, Prague. Sa carrière internationale est assurée. Nombreux voyages pour suivre la création de ses pièces. Je n'ai pas de conception de l'art dramatique. Toute pièce est une création. Toute œuvre dramatique durable est le résultat d'un processus que tout vrai dramaturge ignore. Je ne sais pas ce que je sens lorsque j'écris mes pièces. Je peux seulement vous raconter à ce sujet une petite histoire. Quand j'écrivais mes 6 personnages en quête d'auteur, un échafaudage s'élevait juste en face de ma maison. Sans que je m'en aperçusse, les travaux avançaient et c'est ainsi que je fus surpris de voir un jour devant moi une vingtaine d'ouvriers qui se tordaient de rire en me regardant. J'en éprouvais une grande honte et le désir violent d'échapper aux railleries de ces indiscrets. J'appris par la suite qu'en me voyant gesticuler, ils m'avaient pris pour un fou et que mes grimaces avaient eu le don de soulever leur hilarité. Je puis vous jurer qu'à ce moment-là, je n'étais pas Luigi Pirandello. Je créais, je ne sais comment, des personnages que j'incarnais probablement. Ils me dirigeaient, ne laissant rien subsister de moi. Ce n'est pas la pièce qui fait les personnages, mais ce sont les personnages qui font la pièce. Et avant toute autre chose, il faut donc avoir des personnages vivants, libres, actifs. C'est avec eux et en eux que naîtra l'idée du drame, le premier germe où sera enfermé le destin et la forme. Une œuvre dramatique devrait paraître écrite par plusieurs et non par son seul auteur, comme composée dans le dialogue par tous les personnages particuliers, dans le feu de l'action, et non par son seul auteur. Dans chacun de nos actes s'exprime tout l'être. Il s'agit de trouver le mot qui, bien que répondant à un acte immédiat dans la situation scénique, exprime la totalité essentielle du personnage qu'il prononce. Voici la plus grande difficulté que le dramaturge doit surmonter. Dès 1923, Mussolini reçoit Pirandello au Palais Chigi. L'homme politique entrevoit les avantages qu'il peut tirer de la célébrité de l'artiste et l'artiste se réjouit du lustre que le pouvoir répand sur sa personne. Mussolini lui témoigne sa sympathie, lui dévoile son jugement de profane sur quelques-unes de ses pièces et se renseigne sur ses prochaines tournées. Pirandello est à la veille de se rendre aux États-Unis. On ne saurait rêver meilleur ambassadeur pour le nouveau régime. Avant les faisceaux moussoliniens, d'où est sorti le fascisme, il y a eu les faisceaux siciliens en 1890-91, qui étaient des mouvements de révolte prolétaire ou sous-prolétaire. Et je pense qu'il ne fait aucun doute que pour lui, ceux qui se sont révoltés avaient raison de se révolter. Avant Mussolini, avant le rapport avec le fascisme, le jugement politique que porte Pirandello sur cela, c'est que la politique et la politique démocratique, enfin la politique parlementaire contemporaine, c'est une imposture parce que c'est la récupération et la trahison de ses espoirs révolutionnaires. Ensuite, alors après la guerre, le fascisme, avant sa transformation en régime qui cherchait une légitimité en Italie auprès de la bourgeoisie, auprès de l'Église et en Europe, enfin c'était vécu comme un mouvement révolutionnaire. 16 juin 1924.
Le député socialiste Giacomo Matteotti est enlevé et son cadavre retrouvé le 16 août dans un coin de campagne romaine. Un commando fasciste a frappé. 18 septembre 1924, un journal publie la lettre d'adhésion au parti envoyée par Pirandello à Mussolini. Cette lettre dit « Excellence, je ne saurais trouver, je le sens, un moment plus propice pour témoigner d'une foi nourrie et servie toujours en silence. Si vous me jugez digne d'entrer au parti national fasciste, j'apprécierais, comme le plus grand des honneurs, d'y occuper la place du plus humble et obéissant des sans-grades. » Qu'il soit entré au parti fasciste à cette date-là, ça, ce n'est pas tellement surprenant, étant donné ce qu'il est, étant donné ce qu'on sait de son caractère en politique relativement primaire. Les lois raciales en Italie sont de l'automne 38. Oui. Hein, il n'y a aucun antisémitisme d'État, ni même peut-être même dans la société. Et d'autre part, effectivement, il était quasiment impossible à ce moment-là pour quelqu'un qui avait tout de même cette notoriété. Et je pense qu'il n'y avait pas de milieu, ou bien il aurait fallu rompre de façon éclatante, s'exiler, se marquer politiquement de façon très forte et très catégorique, ou bien rester... Pour ça, il aurait fallu être une bête politique que n'était pas Pirandello. Que n'était pas Pirandello. Toujours en 1924, Pirandello s'associe avec quelques amis pour fonder un théâtre d'art, un peu par honte, dit-il, de constater combien les spectacles en Italie sont mal montés ou pas montés du tout. Mussolini a versé 100 000 lire, la municipalité de Rome 50 000, il y a promesse d'autres subventions, mais cela ne suffit pas. Et c'est pourquoi Pirandello a eu l'idée d'un comité de patronage. Je m'adresse à tout le monde en toute liberté, car il s'agit d'une entreprise d'art à laquelle je passe tout mon temps, ma peine et ma passion. La première actrice de la troupe est une jeune inconnue, Martha Abba, qui sera l'inspiratrice et la prestigieuse interprète des dernières pièces de Pirandello. Diane et Tudor, l'amie de leur femme, ce soir on improvise, comme tu me veux, se trouver, on ne sait comment. Pirandello a connu Martha Abba en 1925, et ça c'est une lettre d'août 1926, dans laquelle il fait allusion à une atroce nuit au bord du lac de Côme, au cours de laquelle il a su que Martha Abba était pour lui une femme interdite. Elle s'est refusée à lui, et il y a eu une sorte de pacte entre eux. Elle n'a accepté de continuer à supporter son amour, enfin, qu'à condition qu'il reste au seuil de sa porte, enfin au seuil de sa chambre. Che debbo più farmene della mia vita se non ho a chi darla? Que faire maintenant de ma vie si je n'ai plus à qui la donner? À moi, elle ne me sert plus, elle ne me sert plus à rien. Le seul temps dont j'ai encore besoin est celui qui m'est nécessaire à terminer mes œuvres, les œuvres que j'ai encore à écrire. Car je sens comme une obligation impérieuse de ma conscience que je dois les écrire. La compagnie du théâtre d'art donne des représentations dans toute l'Europe et entreprend même une tournée en Argentine et au Brésil. J'ai crié non. Trop tard. Le lézard gisait là immobile, le blanc de son ventre éclairé par la lune. Cela me mit dans une très grande colère. Moi aussi, j'avais voulu que ce pauvre animal fût pris sous l'empire, moi aussi, de cet instinct de la chasse qui est aux aguets en chacun de nous. Mais le tuer ainsi, sans le regarder d'abord de plus près, avec ses petits yeux aigus jusqu'à l'affolement, le palpitement de ses flancs, le frémissement de tout son petit corps vert, non! Cela avait été stupide et lâche. Et de toutes mes forces, je décochai un coup de poing dans la poitrine du petit garçon, l'envoyant rouler à terre d'autant plus loin que dans la position instable où il se trouvait, il avait tenté de reprendre son équilibre pour ne pas tomber. Devenu furieux, il se releva aussitôt en poignant une motte de terre et me la jeta au visage. J'en fus aveuglé. Et cette odeur d'humidité que je ressentais comme une insulte me mit littéralement hors de moi. Prenant à mon tour de la terre, je la lançai. Tout de suite, le duel se fit acharner, mais il était plus adroit et plus leste que moi. Il s'avançait et m'atteignait de plus en plus souvent avec ces mottes de terre qui, si elles ne me blessaient pas, me frappaient durement et qui, en s'émiettant, étaient comme une grêle sur mon visage, sur ma poitrine, sur mes cheveux, dans mes oreilles, partout. E il miracolo vero non sarà mai la rappresentazione, creda, sarà sempre la fantasia del poeta, in cui quei personaggi sono nati vivi,
così vivi che lei può vederli, anche senza che ci siano corporalmente. Tradurli in realtà fittizia sulla scena è ciò che si fa comunemente nei teatri. Cette pièce de Pirandello, qui est le dernier message qu'il nous a laissé, parce qu'après il est mort, c'est une pièce très importante dans la perspective de Pirandello. Et peut-être il aurait signé un grand changement de la façon d'écrire à lui aussi. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il aurait continué à faire le théâtre comme il a fait avant. Il cherchait un autre théâtre, un théâtre beaucoup plus poétique, si vous voulez, beaucoup plus lyrique, vous comprenez, etc., comme style, etc., même si dans Le Géant de la montagne, c'est très pirandellien. Les Géants, à mon avis, c'est une œuvre particulière dans le théâtre de Pirandello, et c'est un cri qui reste encore ouvert, parce que la pièce pose un problème et il ne peut pas le résoudre. Même s'il était achevé, elle n'aurait pas résolu le problème. Le problème, c'était assez pessimiste. C'est-à-dire que la poésie est tuée par les géants. No! Nessuno si muova! Et les géants sont... Qu'est-ce que c'est? Alors quelqu'un dit c'est la bourgeoisie. Quelqu'un te dit non, ce sont les communistes. Quelqu'un dit ce sont les petits cons, les petits idiots. Oui, ce sont les grands idiots. Ils sont la société mécaniste d'aujourd'hui. On peut dire beaucoup de choses. Ce sont en tout cas un symbole de la incapacité de rêver et de croire à la valeur de l'art. Le problème de la survivance de l'art dans l'époque des géants. S'il est possible faire encore de l'art, communiquer encore de l'art à une époque dans laquelle le géantisme monte, ça c'est quelque chose qui reste encore exactement là. Pour les autres, le problème du théâtre de Pirandello, que c'est toujours être ou paraître. Être moi ou être l'autre, et qui je suis moi. Et si moi je dis que c'est blanc, l'autre dit c'est noir. Et qui a raison? Le troisième qui dit que c'est gris. Non, cette hantise que nous avons de la personnalité, de nous comprendre, de nous savoir, de vivre ensemble, que c'est la base dialectique du théâtre de Pirandello, eh bien, ce n'est pas qu'elle est périmée, parce que le travail de vivre entre nous-mêmes et nous connaître reste toujours là. Et donc, dans la métaphore d'un rideau de fer de théâtre qui tombe et qui écrase une petite chariot, d'où il y a toutes les choses du théâtre qui est fait de rien, il y a aussi l'indication de la mort possible de la poésie et du théâtre tuée par le mécanisme, si vous voulez. Le dernier mot que Pirandello a écrit, c'est peur, la peur. Il avait la peur de ce qui serait passé après 36, 37, ça, nous sommes là. Hein. Et 39, c'est là. Alors, les grands poètes, quelquefois, ils ont tu sais, des visions. En 1934, Pirandello reçoit le prix Nobel de littérature. En 1936, à 69 ans, il meurt emporté par une pneumonie. Que ma mort soit passée sous silence. Un corbillard de la dernière classe, celui des pauvres, sans aucun parement, et que nul ne m'accompagne, ni parent, ni ami. Le corbillard, le cheval, le cocher, c'est tout.
Sur la vie et l'œuvre de Luigi Pirandello, on a bien sûr beaucoup écrit, alors vous trouverez toutes les références biographiques et bibliographiques en composant le 3615 code France 3 sur votre Minitel. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec un autre auteur majeur, mais mal connu en France. Il s'agit de l'américain John Fante. Rendez-vous donc mercredi prochain. D'ici là, bonsoir, merci.